Bonjour, mon contact militaire m'a proposé de différer un peu notre échange en vidéoconférence. La justification est que nous avons reçu de nouveaux documents sur le sujet du jour et que mon contact m'a suggéré que nous devrions certainement les faire connaître, parce qu'ils enfoncent le clou. Pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire qu'il contribue à valider tout ce qui a été présenté précédemment. Comme je n'avais pas d'argument valable à opposer à sa demande, j'ai donc accepté ce nouveau challenge, d'autant que le sujet a vraiment l'air d'intéresser beaucoup de monde. C'est évidemment un encouragement à poursuivre ces divulgations. Nous allons commencer cette nouvelle vidéo par quelque chose de léger. Tout d'abord, je dois rectifier une erreur que j'ai commise dans ma précédente vidéo constituant un premier volet donc sur les révélations du BUCJ par le canal du présent média. J'ai expliqué que c'est à partir d'un modèle original de scanner embarqué dans un avion qu'avaient été découverts les souterrains du BUCJ. En fait, c'est à partir d'un satellite que cela s'est passé au début des années 2000. Vous savez, je me suis interrogé sur mon erreur, parce que j'aime bien comprendre les choses. Et j'ai trouvé, dans mon souvenir de ce dont j'avais pris connaissance, mon inconscient me disait qu'une telle technologie, cette capacité, à partir d'un satellite, il y a presque 20 ans de cela, de pouvoir explorer le sous-sol de la planète, ça n'était pas possible. Eh bien si, c'était la vérité. Bien plus impressionnant en fait que si cela avait existé à partir d'un avion. Il y a presque 20 ans, je vous laisse imaginer le développement des technologies d'investigation en 20 ans. Nous sommes abreuvés de nouvelles, certes, mais la désinformation est le corollaire de toute véritable information soi-disant exposée au public. Je vais donner quelques exemples issus d'une investigation approfondie, par exemple, de mon contact, à partir de documents authentiquement roumains. Un dernier clin d'œil avant l'exposé qui va suivre. Vous vous souvenez de ce trou que je vous ai montré dans ma précédente vidéo et présenté comme certainement l'entrée principale, adaptée pour des engins pilotés vers l'intraterre. Si on se fie à l'agrandissement de ce document, on a l'impression qu'il s'agit d'un immense bassin dont l'usage réel a été inconnu finalement, parce qu'on ne connaît pas ce genre de choses. Ça ne peut pas être une piscine évidemment. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et évidemment, il faut avoir, pour vérifier ce à quoi on a affaire, il faut posséder, je crois tout le monde là maintenant, enfin, s'il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas encore, il faut absolument qu'ils se le procurent, il faut se procurer ce logiciel qui s'appelle Google Earth, E-A-R-T-H, la Terre, en anglais. C'est un outil extraordinaire. Avec lui, et l'une de ses applications, Google Street, par exemple, vous pouvez visualiser et voyager dans le monde entier, visiter des villes ou toute autre chose,
de loin ou de près, en parcourant les routes, à l'aide du petit bonhomme que vous faites descendre sur les voies carrossables, simplement à partir de votre ordi. Et bien, tapez les coordonnées géodésiques suivantes sur Google Earth. Latitude 45 degrés 21 minutes 33 secondes. Longitude 25 degrés 28 minutes 32 secondes. Vous atterrirez directement sur ce trou. Ce trou est soigneusement bétonné, comme vous l'avez vu. Vous pouvez facilement le mesurer. 60 mètres de long, 30 mètres de large. En dézoomant l'image, regardez cet espace désertique tout autour du monde du massif du Bucégy. Vous parlez d'une piscine, vous parlez d'un bassin. Puisque je vous recommande un outil informatique de première importance, j'en profite pour vous en recommander un autre, aussi fabuleux, aussi important et aussi gratuit. C'est Stellarium. Stellarium, S-T-E-2-L-A-R-I-U-M, ce sont des milliers d'étoiles répertoriées, nos planètes, leurs satellites, que l'on peut visionner en zoomant ou pas, en temps réel ou pas, avec tous les détails imaginables, comme si vous aviez finalement un télescope à votre disposition à la maison. Y compris donc avec les vues des satellites, y compris les satellites artificiels, leurs coordonnées que vous pouvez vérifier sur Internet, leur provenance et beaucoup d'autres renseignements. Pour les planètes et les étoiles, y compris évidemment notre Soleil, leur position en temps réel qui apparaît automatiquement à l'ouverture de l'écran, mais que l'on peut figer, ainsi que pour tout objet pointé, sa distance, son degré de luminance et bien d'autres renseignements visibles en instantané. Par exemple, je vous emmène pour observer ensemble la magnifique éclipse totale de soleil que j'ai pu observer de manière par ailleurs très mystérieuse, mais ça c'est un autre débat, depuis un plateau de Haute-Normandie situé près de mon habitation le 11 août 1999 en fin de matinée. Et si cela vous intéresse, vous pouvez aussi avoir une vue de la voûte céleste au temps de Jésus-Christ et beaucoup de choses encore. Alors, il ne faut pas oublier d'inscrire les coordonnées géodésiques du lieu où vous habitez afin d'avoir une vue parfaitement exacte de la voûte céleste présente au-dessus de votre site d'habitation et d'observation. Croyez-moi, une balade avec ce logiciel, c'est certainement au moins aussi instructif que beaucoup de blabla échangé sur les réseaux dits sociaux. Je reviens à mon idée première. Les livres sur le Bucégy sont imprimés en Roumanie par la maison d'édition Daksha et opère sous une filiale média de la société Mysterium Publicati SRL à Bucarest. Regardez le nombre d'employés de cette filiale. Faut oser faire un affichage pareil.
C'est donc bidon. En cherchant bien, mon contact s'est aperçu au final qu'il y a toujours le même nom qui est toujours présent, donc en tête de liste des rencontres organisées, des rencontres annoncées ou organisées au plus haut niveau autour des questions concernant le BUCJ. Il s'agit d'un certain Paul Hurmuz, H-U-R-M-U-Z. H-U-R-M-U-Z. Il est partout, parfois affublé d'un autre prénom, mais c'est le même personnage. Je vais un peu m'attarder sur l'affiche que mon contact militaire m'a transmise et qui a attiré vraiment sérieusement mon attention. Il s'agit du projet Montauk. Tiens. Ce qu'il faut bien admettre, c'est qu'il existe des pointures scientifiques de très haut niveau qui sont utilisées dans les arcanes de ces recherches, par exemple ceux qui ont des liens avec justement ce projet Montauk. Montauk était à l'origine une base de l'armée de l'air américaine pleinement active durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'appelait Fort Héros et se situait au nord de l'île de Long Island, sur laquelle la moitié de la ville de New York est bâtie. Et au cours de la guerre, 2 niveaux en sous-sol furent creusés. Ils sont prolongés par des souterrains jusqu'à 16 km au nord et au sud de la base. 4 autres niveaux furent taillés dans le roc avec l'aide de la technologie des intraterrestres, peut-on lire sur le document existant sur Internet. Et récemment, 2 nouveaux étages souterrains furent installés. Le niveau 7 se prolonge jusqu'à 8 km et ces souterrains sont accessibles par la mer. Ben voyons. Regardez donc les différents affichages très démocratiques, toujours signalés par mon contact. Vive cette Roumanie foisonnante d'une activité extraordinaire au niveau de l'information. Ces réunions affichées, si importantes. Et on y découvre, et on y retrouve toujours le même personnage central. Et savez-vous, il se trouve que ce général roumain est donc une des plus grosses pointures de l'Alliance nord-atlantique. Rien que ça. Voyez ce que cela peut signifier quand les Américains soutiennent à bout de bras cette personnalité si discrète, n'est-ce pas, à la tête de la plus grosse machine de guerre qui puisse exister dans notre monde. Le grand physicien Eddington nous a sans doute expliqué l'inexorabilité de ses expériences et de ses découvertes lorsqu'il écrivait « Les événements ne se produisent pas, ils sont en place et nous les rencontrons inéluctablement suivant notre ligne d'univers. » À Versailles, chaque jour, papa se retire pour faire des serrures dans son grenier. Allez, viens dans le parc, nous pourrons courir, mais d'abord je voudrais te dire un secret. J'ai surpris ce matin une conversation. Il paraît qu'à Paris c'est la révolution. Il paraît qu'on se bat dans les rues. Je ne sais pas pourquoi.
Ces très étranges propos furent rappelés à la suite de l'étude scientifique qui s'est occupée en fait très sérieusement de quelque chose d'aussi extrêmement étrange. Il s'agit des fabuleux événements qui se sont déroulés il y a quelques années à Point Pleasant aux USA. Je vous recommande chaudement le livre de cet écrivain et à la fois grand reporter, John Keel, qui a donc relaté dans un livre fabuleux cette histoire de Point Pleasant, dont il fut tiré un film, Le Mothman, les terrifiantes apparitions de l'homme papillon. Le reportage de Keel est précis et fabuleusement prenant, d'autant qu'il s'agit de témoignages authentiques. Tout cela pour dire l'importance de ce qui nous est caché dans la vie ordinaire. Revenons au BUCJ. Est-il possible de retenir un quelconque début d'enseignement de cet imbroglio d'informations, en grande partie cachées, certes, mais communiquées un petit peu, et c'est ça qui est intéressant. Mon contact et certaines réactions enregistrées par Silvano Trotta à la suite de la diffusion de la vidéo sur le BUCJ, y compris bien entendu les livres déjà parus sur le sujet, et non démentis par les autorités roumaines. Ce point est important, ainsi que les ressentis de mon contact, qui pourra probablement s'en expliquer de vive voix. Donc tout cela nous permet d'aller un peu de l'avant, je dirais. Alors allons-y, continuons. Ces réactions en sourdine, pourrait-on dire, montrent qu'une partie significative des autorités roumaines, malgré le blackout imposé par les Américains, une petite partie de cette élite roumaine souhaite en fait divulguer le plus discrètement possible, mais aussi le plus sûrement, les réalités qui se tairent, c'est le cas de le dire, sur cette question de civilisation existant dans l'intraterre. Par exemple, nous avons appris de sources sûres que les publications sur cette affaire du BUCJ, eh bien, elles vont se poursuivre par la sortie prochaine de 3 nouveaux livres. Rien que ça, là aussi. Christelle Soval, qui s'est arrêtée à la publication du 3e livre en français, va peut-être reprendre cette édition et il va probablement prendre contact pour continuer à éditer donc ces 3 nouveaux livres. Je crois savoir qu'il a déjà trouvé une traductrice prête à travailler avec lui. C'est impressionnant tout ça. 6 livres très denses et richement documentés sur un sujet concernant l'existence d'autres civilisations contemporaines sur notre planète. Pour l'instant, cachées à la vue et à la connaissance des populations du monde. C'est quelque chose de tout à fait fabuleux au sens strict du mot. C'est alors qu'intervient un véritable coup de tonnerre, provoqué par l'un de mes chers contacts, et authentifié ensuite par mon contact militaire. Si vous croyez au hasard, moi je n'y crois pas. Ce n'est pas n'importe quoi, vous allez voir. Et on va faire monter la température. Et je suis désolé, je n'ai pas le choix. Voici le post que m'envoie donc ces derniers jours un de mes contacts, sans qu'il m'ait prévenu, sans que je lui ai parlé de quoi que ce soit.
Voici ce dont il s'agit. Général directeur Emil Strenu, général roumain, retraité, expert en radiolocalisation, technologie radar, docteur en guerre géophysique, mais oui, actuellement, bien que retraité, il occupe les postes suivants. Conseiller du Parlement roumain sur les questions non conventionnelles et les menaces asymétriques. À rapprocher de cette histoire de réunion informelle, n'est-ce pas, que je vous ai présentée dans la précédente vidéo. Vous voyez, c'est très clair tout ça, mais c'est aussi très mystérieux. Alors ce général, il a d'autres responsabilités. Il est aussi directeur du centre de situations spéciales et de recherche sur les ovnis et la psychotronique. Alors la psychotronique, c'est un peu synonyme de ce que nous appelons la parapsychologie. Mais c'est en fait très technique et des recherches très poussées sont effectuées particulièrement dans les pays de l'Est et justement aussi, bien entendu, aux USA. Des recherches concernant, par exemple, le contrôle de la pensée, le développement d'actions et de communication à distance par le seul développement des outils de la pensée, justement, une des spécialités fondamentales, comme par hasard, du fameux César Brad. En France, on vient d'apprendre aussi que des réalisations de ce genre sont en cours, tout simplement par rapport à ce qu'on nous a présenté, mais il doit y avoir bien d'autres choses. Par exemple, le contrôle des mouvements d'un exosquelette par la seule action de la pensée. Eh oui, on nous a présenté ça à la télévision. Écoutez, je pense que vous serez d'accord avec ce que je vais dire, à savoir qu'il est inconcevable que des recherches à usage militaire n'existent pas concernant l'utilisation de ces techniques. Revenons à ce militaire roumain de très haut rang, le généralissime, fondateur de l'Association pour l'étude des phénomènes spatiaux non identifiés, Emil Strenu. Complètement sidéré, j'ai appris que mon contact militaire connaît très bien ce général, décidément. Il m'en avait pas parlé jusqu'à maintenant. Ce général, auteur de dizaines de livres ésotériques, Emil Strenu est invité aux événements ésotériques les plus importants du monde et il a écrit des dizaines de livres diffusant la vraie connaissance. Il parle des extraterrestres, évidemment des intraterrestres et de centaines d'autres sujets intéressants. Il a toujours affirmé que les extraterrestres reptiliens existent. Tiens, comme dit l'autre, c'est nouveau, ça vient de sortir. Qu'ils ont d'énormes bases, rien que ça, des villes souterraines, mais rien de plus. Et à chaque fois, il conclut « Je ne vais pas plus loin sur ce sujet ». Bah oui. Après avoir lu les livres d'Arya Nava, In Me Aki, le reptilien en moi, tome 1 et 2, le général Strenu l'a contacté parce qu'il avait une histoire époustouflante à raconter et qu'elle était sur le point de lancer son 3e livre sur ce sujet, Anunnaki versus Anunnaki, ou Anunnaki contre Anunnaki. C'est ainsi qu'il a fini par rédiger la préface de ce nouveau livre. Et dans l'introduction, il parle
d'un de ses bons amis qui avait vu deux êtres reptiliens tôt le matin, vers 5 heures du matin, dans les montagnes Reteza, un groupe de montagnes dans les Carpates. Son ami est également une figure militaire, un officier de haut rang spécialisé dans la guerre des commandos et qui a demandé que son identité ne soit pas dévoilée. Il a servi en Irak, en Afghanistan, en Afrique et en Amérique du Sud. Il se trouve actuellement sur un autre théâtre de guerre au Moyen-Orient. Le général Strenu a également mentionné que son ami n'était pas un fan de science-fiction ou d'ufologie. Le général Strenu a déclaré qu'il faisait confiance à son ami hors de tout doute. Alors les événements se sont déroulés comme suit. L'officier supérieur, appelons-le le colonel X, revenait d'un court voyage de camping qu'il a pris seul dans les montagnes. Il se rapprochait de Bucarest lorsque sa voiture a signalé qu'il n'y avait plus beaucoup d'essence. Alors, il s'est rendu dans une petite station-service rurale. Il était 5h10, donc personne n'était là. Le colonel X a remarqué un Hummer kaki avec des fenêtres noires garé devant la station-service avec le moteur allumé. Mais personne autour. Après avoir rempli son réservoir, il a payé et est retourné à son SUV. Mais ensuite, il a remarqué que la porte du conducteur du Hummer était ouverte et à l'intérieur, il a vu un être reptilien. Le reptilien n'avait pas de vêtements, mais il portait des bottes militaires. Il était entièrement recouvert d'écailles vertes comme un crocodile et avait une tête, une crête de type lézard sur la tête. Le reptilien a vu le colonel X, puis il est sorti de la voiture sans encombre, tout en le fixant. Il a dirigé des bruits aigus vers quelqu'un encore situé à l'intérieur de la voiture, cette fois l'air irrité, puis est revenu au volant et s'est éloigné rapidement. La voiture n'avait pas de plaque d'immatriculation, ni à l'avant, ni à l'arrière. Le colonel X a précisé que le reptilien mesurait environ 2 mètres, soit 78 pouces,7 de hauteur, avec des yeux jaunes et des fentes de type chat. Le colonel regarda autour de lui pour voir si quelqu'un d'autre avait été témoin de l'événement. Mais il était seul. Puis il a remarqué la caméra vidéo de la station-service. Malheureusement, le vendeur lui a dit que l'appareil photo c'était juste pour la décoration et n'avait aucune utilité pratique, à part effrayer les voleurs potentiels. Pensant que c'était un canular très bien joué, il est remonté dans la voiture et a continué son voyage. Après plusieurs kilomètres, il était encore évidemment très préoccupé par les événements qu'il venait de vivre, quand il a vu le même Hummer vert avec les 4 portes ouvertes. Et plus loin, à l'extérieur de la route, il a remarqué 2 reptiliens vert foncé qui semblaient se disputer.
Le deuxième reptilien mesurait de 15 à 20 cm, 5,9 à 7,9 pouces de plus que le premier. Il ne portait ni vêtements, ni bottes. Il avait des pieds de type lézard, et contrairement au premier, il avait une forme de queue. Dans la rue, des camions passaient dans les deux sens, et les chauffeurs pointaient du doigt les créatures, mais personne ne s'est arrêté. Ensuite, le colonel X a sorti son téléphone portable et a pris plusieurs photos des reptiliens qui étaient totalement insouciants de cet environnement. Après quelques minutes, les deux reptiliens sont remontés dans la voiture et sont repartis dans la direction d'où ils venaient initialement, et ce, à grande vitesse. Le colonel a regardé à nouveau les photos de son téléphone portable et s'est précipité vers Bucarest afin de contacter le général Strenu et de décider ensemble quoi faire avec ces images étonnantes. De retour à Bucarest, le téléphone montrait clairement 11 photos, mais toutes étaient complètement vertes. D'ailleurs, cette histoire me rappelle autre chose, une histoire de cérémonie de crémation sacrée en Inde à laquelle un des amis de mon père avait assisté sans y être autorisé. Il avait pris des photos, et quand il a voulu examiner ces photos, il n'y avait rien dessus. Il n'y avait absolument aucun cliché de prix. Avec le général Strenu, ils se sont dirigés vers une société de services téléphoniques qui ne pouvait pas non plus les aider. C'était comme si le colonel avait photographié une lumière verte brillante, et puis c'est tout. Pendant 2 semaines, ils ont analysé l'histoire en détail et recherché des témoins. Mais tous les efforts ont échoué. Et le général Émile Strenu en a fait la conclusion suivante. Une seule chose est sûre, nous vivons dans un monde que nous pensons seulement connaître, ayant la fausse impression que nous en sommes ses maîtres. En fait, nous ne sommes que des sous-locataires, en transit, sur une planète qui ne nous a jamais appartenu et qui n'a aucune idée de ce que notre but est vraiment. C'est dans son livre, dans son introduction, écrite en roumain, par Émile Strenu lui-même. Tout ceci est rapporté par un dénommé Alexander Light. Donc, voilà un autre militaire de haut rang roumain qui n'hésite pas à témoigner sur ce genre d'événement. Avec tout ce que nous avons déjà produit au sujet des mystères du BUCJ, cela commence à faire beaucoup. Vous ne trouvez pas? Voici un nouveau témoignage qui m'a donc été communiqué par ce contact avec lequel je suis toujours en relation. Cela s'est passé début juillet 2017, le 7 juillet le matin, pour ensuite être suivi par un reptilien tout le long de mon trajet, m'écrit-il, qui passe derrière la voie ferrée jusque dans le parking de la piscine de Lourdes. Effectivement, à cette époque, il habitait Lourdes, maintenant il a déménagé, mais il résidait à Lourdes à cette époque. Et il était souvent, disons, aux abords du sanctuaire, parce qu'il se produisait pour lui beaucoup de choses sur ce site. Alors, la question que tu vas me poser, m'écrit-il,
comment savais-tu que tu étais suivi? Comment savais-tu que c'était un extraterrestre, un reptilien? Eh bien, voici ma réponse, m'écrit-il. Demande à tous les témoins, demande à tout témoin de rencontres rapprochées s'ils ressentent une présence lorsqu'ils sont suivis, sans spécialement la regarder. Ils te diront que oui. Mieux encore, mes oreilles ont capté les pas qui résonnaient. Je me suis arrêté sans me retourner pour mieux ressentir cette présence. Et ces pas se sont arrêtés. Lorsque j'ai redémarré, j'ai entendu à nouveau ces pas. Quelques mètres plus loin, j'ai pris la décision de m'arrêter de nouveau, mais cette fois, en me retournant. Le personnage, l'être, se trouvait à environ une dizaine de mètres de moi. Son visage me faisait penser à un type de race asiatique, pas très grand, mais son visage était en fait recouvert d'écailles. J'ai donc décidé d'aller jusqu'au parking de la piscine de Lourdes et de m'arrêter en attendant de voir ce qui allait se passer. À son tour, il est entré sur le parking de la piscine, me faisant face à quelques mètres. Pendant plusieurs minutes, nous sommes restés ainsi face à face, sans aucun mot. Je compris alors que j'étais bien concerné par cette rencontre. Il se mit à rire légèrement, avec un léger sifflement de ses lèvres. Cela me fit rire sans en connaître les véritables raisons, et provoqua de sa part un nouveau rire, mais sifflant, mais cette fois avec sa langue sortie, langue semblable à celle d'un serpent, longue, noire et fourchue à son extrémité. Au bout de quelques minutes, ne recevant rien de sa part, je décidai de le quitter, et quelques mètres plus loin, je fis demi-tour pour retourner sur le parking. Mais il avait disparu. Voilà ce témoignage que je vous livre à l'état brut, dans la forme où il m'est parvenu. Mais figurez-vous que je vais rajouter une couche, comme on dit, d'autant que cette dernière séquence, je vais pouvoir la relier à l'actualité sociale du moment que connaît notre planète, et qu'il s'agit donc d'une opportunité exceptionnelle. Ainsi, même si l'auditeur n'adhère pas aux conclusions qui s'imposeront après ce dernier exposé, la prise en compte de toute cette logique mondiale dont les événements actuels constituent une forme de démonstration impitoyable, tout cela pourra être difficilement réfuté. Alors au final, de quoi s'agit-il? Vous allez voir, c'est tout simple. C'est développé dans le premier livre sur le BUCJ. Et pour le moment, en dehors de quelques timides interventions de ma part, dans des réunions publiques, en particulier à Rouen, par exemple, sur ce sujet, je n'ai entendu ou vu personne évoquer ce qui m'a sauté aux yeux de la manière la plus stupéfiante et brutale possible lorsque j'ai pris connaissance de ces révélations parues dans ce premier livre dont je vous rappelle ici la couverture.
Cela corroborait en plus certaines informations en ma possession depuis très longtemps, et ainsi nous comprendrons mieux pourquoi les USA exercent une telle pression pour que ne soient pas divulguées certaines informations. Tout cela appartient à une logique parfaitement huilée et simple à comprendre, en fait. Cette consigne de silence est évidemment imposée à tous les États de l'Alliance Atlantique et leurs alliés, ce qui fait beaucoup de monde. Il ne faut surtout pas casser l'énorme machine à cash qui est le système de fonctionnement instauré sur notre planète. Il faut d'abord retourner à César Brad, au BUCJ, et que j'explique les circonstances de ce que vous allez découvrir. César Brad, le grand explorateur et découvreur des trésors de la caverne d'Ali Baba, constitué par cet incroyable réseau souterrain, était donc à la tête de ce grand chantier. Et figurez-vous que les plus grands maîtres de la franc-maçonnerie au niveau mondial, les Illuminati, ces personnages hyper importants, avaient connaissance que dans l'Antiquité, les grands anciens utilisaient une certaine qualité de poudre d'or que l'on connaît sous le nom d'or monoatomique et dont l'ingestion maîtrisée avait le pouvoir de prolonger la vie des élites qui s'en servaient et de guérir nombre de maladies par la même occasion. Et je vous laisserai le loisir de questionner mon contact militaire sur ce sujet, car il est au courant de ces pratiques encore actuelles dans certains cercles initiés de Roumanie. Cette révélation m'a aussi évidemment complètement sidéré. À partir de cette explication, sachez que ces très grands maîtres ont des capacités paranormales au niveau de celles de César Brad. Et ils étaient persuadés que parmi les trésors inventoriés par les équipes scientifiques à la manœuvre dans les souterrains du BUCJ, il y aurait la découverte d'urnes contenant cette célèbre poudre. Donc un responsable de très haut niveau, le seigneur Massini, fut délégué pour approcher César Brad. Ce délégué savait très bien que César Brad saurait décrypter tout ce qui préoccupait ou pouvait préoccuper son esprit et les demandes de son futur interlocuteur, sans qu'il y ait besoin d'un quelconque échange verbal. Et il décida donc de jouer carte sur table en parlant à César lors de rendez-vous acceptés par ce dernier, rendez-vous, je crois, qui furent au nombre de 2. En lui parlant donc avec la plus grande vérité possible, et en faisant évidemment miroiter à César la place enviable qui lui serait réservée dans ce très étroit cercle de la gouvernance mondiale intégrale. Et ces échanges époustouflants furent publiés, figurez-vous, dans ce premier livre, et je ne comprends pas pourquoi on ne les a jamais vus ou entendus nulle part. Je vais vous en citer un tout petit nombre, avec les numéros de page, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient vérifier à juste raison. Et alors,
quand vous commencerez à lire, il faudra continuer parce que ça déroule. Tout d'abord, donc, on va commencer par quelques citations. Tout d'abord, je vous lis un premier paragraphe et ça fera un petit clin d'œil à la conférence que j'ai donnée à Gymnos et dont vous avez pu prendre connaissance il n'y a pas longtemps. J'avoue que je ne me suis pas du tout fié à ce paragraphe que je redécouvre parce que ça fait longtemps que j'ai lu ce premier livre. Écoutez plutôt. Tu vas sûrement me demander comment l'esprit sélectionne une fréquence spécifique parmi l'infinité des fréquences. Ouais, c'est écrit comme ça. Hein. Le procédé est simple, car il s'appuie sur la loi universelle des vibrations. Tout ce qui existe dans l'univers se définit de façon particulière, indifféremment de sa forme, ou être ou chose, et possède une empreinte vibratoire, une marque spécifique, unique, identifiable partout dans l'univers. C'est ce qu'on appelle la longueur d'onde personnelle. Tout comme l'ADN, elle est unique pour chaque être. C'est un principe fondamental en physique appelé la résonance. Il faut avoir un entraînement adéquat, mais les résultats sont à la hauteur. Bon, je m'arrête là pour ce paragraphe. Je pense que c'est déjà pas mal. Alors, une des citations à la page 127 de ce livre. Je te dis, c'est le grand initié qui s'adresse à César Brad, je te dis que ce furent eux les véritables architectes qui ont initié et créé les fondations des principes qui fonctionnent encore dans notre système social. Concernant ces architectes qui ont conçu ce plan depuis des milliers d'années, je ne peux pas t'en dévoiler plus à ce stade. C'est un secret terrible que même les membres du groupe Bilderberg, pour la plupart, ignorent. À l'époque moderne, et je parle ici des derniers 200 ou 300 ans, nos sages n'ont fait qu'appliquer de façon intelligente les principes de base déjà établis et les adapter à la structure de leur époque. Leurs actions ont été développées par toutes les générations qui ont suivi en gardant les mêmes idées initiales, car au sommet de notre hiérarchie, on ne trouve que des descendants de lignées royales d'arbres généalogiques datant de milliers d'années. Nous sommes très attentifs à ces aspects et on ne se mélange pas avec les autres races. Même ainsi, il y a eu quelques exceptions, mais nous sommes arrivés à éliminer les gènes régressifs. Ils ont remarqué, par exemple, page 128, que le système communautaire, que ce soit une monarchie, une république ou tout autre type de gouvernement, se base sur la direction. Cette réalité implique deux groupes. D'un côté, la grande majorité des gens qui composent le peuple, et d'autre part, l'élite dirigeante qui s'efforce de maintenir la bonne marche du troupeau. Cette simple observation fut la base du plan entier. Mais pourquoi était-ce aussi important d'avoir ces deux catégories, demanda rapidement César. En véritable maître maçonnique initié aux secrets obscurs de l'organisation à laquelle il appartenait, le seigneur Massini commença à dévoiler le noyau idéologique de la franc-maçonnerie mondiale. Cette situation est encore très importante à cause du fait qu'il a toujours existé des intérêts antagonistes entre les deux groupes. Les choses étaient faites de manière à ne jamais apaiser les populations, c'est-à-dire empêcher à tout prix la véritable paix entre les peuples. Pour cela, il était nécessaire de nourrir ces deux parties de différentes façons, sans qu'elles ne s'en rendent compte. Nos illuminés ont poussé les compétences et leur capacité d'intrigue jusqu'à la perfection pour se tenir un pied dans chaque bateau sans jamais tomber à l'eau. Mais comment y sont-ils arrivés? Quelle méthode ont-ils employée? Ils avaient juste besoin de quelques leviers.
puissants et à l'origine, il n'y en avait que deux, l'argent et la nature humaine de l'homme, qui cédait face à la tentation qu'on lui offrait. Cette combinaison leur a toujours assuré le succès, parce que ce qui ne marchait pas d'un côté, on l'utilisait de l'autre. Et c'est ainsi que l'intrigue, le mensonge, les tentations et les faux-semblants ont permis notre extension rapide dans le monde entier. Bien sûr, à l'heure actuelle, nous devons prendre en compte les nouveaux facteurs et parmi les plus importants, le nombre d'habitants de la planète et le développement technologique. Mais en essence, les principales fondations de notre organisation maçonnique furent créées bien auparavant et elles ne font que se renforcer. Elles sont tellement ancrées dans la conscience des hommes que le succès total de notre programme n'est plus qu'une question de temps. Mon cher, les choses sont très simples. Le principal motif est la prise du pouvoir. Que peux-tu imaginer d'autre depuis tant de temps? Allez, dis-moi, ne sois pas timide. Argent, quasiment toutes les finances de ce monde nous appartiennent, grâce à l'entièreté du système bancaire créé avec le temps. Parce que la civilisation n'a cessé de se développer, nous avons mis en place un système social dans lequel les gens dépendent entièrement de leurs moyens financiers. Argent, argent, de plus en plus d'argent. Une idée fixe qui doit être répandue partout. Une idée fixe. Mais pour avoir de l'argent, tu dois produire. Et pour produire, tu dois travailler. Et pour travailler, tu as besoin de temps. On a donc créé une forme d'équation, tel un cercle vicieux, sans issue possible, dont on ne voit jamais le bout. Le résultat est que les gens travaillent pour nous jusqu'à épuisement, attirés par les mirages de sommes encore plus importantes d'argent dépensé rapidement sur des tentations de tout genre présentes dans le monde. Cependant, peu importe les sommes d'argent obtenues par le travail, les véritables richesses et les sommes immenses d'argent sont en notre possession, gardées dans nos banques et investies dans divers titres de propriété. Même s'il existe 10 à 100 hommes très riches dans le monde, qui ne font pas partie de nos loges, ils ne représentent aucune menace, car ce sont des individus séparés, qui n'ont aucun but précis de grande envergure. Bien sûr, pour la plupart, nous les attirons dès le début de leur brillante carrière dans l'organisation, pour qu'ainsi notre pouvoir grandisse. Ceux qui refusent ne résistent pas longtemps, seuls. Si d'une certaine façon ils deviennent une menace pour nous, alors on unit nos forces pour provoquer leur faillite, en prenant le risque de certaines pertes dans notre propre camp. L'immense machination financière que nous avons construite nous permettant de réaliser rapidement l'équilibre de la balance. L'objectif est d'anéantir la menace. Nous avons toujours quelque chose à gagner, soit un homme politique qui doit soutenir nos intérêts, c'est le cas le plus fréquent et le plus facilement atteignable, soit un grand homme d'affaires dont nous administrons la fortune à travers nos propres filiales. Ce qui nous intéresse est de créer le plus possible de cercles vicieux à la base desquels nous avons construit la société moderne. La famille, que nous avons fermement liée à des chaînes interminables de dépendance, l'emploi, la maison, le confort, la voiture, l'emprunt, les obligations contractuelles à très long terme, qui peuvent aller jusqu'à la deuxième génération d'une même famille. Le rôle des cercles vicieux est de créer de la dépendance, parce que la dépendance ne laisse aucune place à la liberté. La dépendance porte avec elle une sorte d'esclavage de limitation, et nous, en tant qu'hommes, nous avons besoin d'être limités, et nos actions d'être mécaniques, comme des stéréotypes. Ce fut l'idée principale quand nous avons imposé une organisation du travail divisée en plusieurs domaines et sous-domaines. Si le poste est simple, presque répétitif, l'homme devient en peu de temps une sorte de robot qui suit, écoute et exécute ce qu'on lui demande.
Nous avons permis à la technologie de capter des millions de personnes à travers des moyens qu'on assimile maintenant à une catastrophe. La télévision, le téléphone, l'ordinateur. Notre idée eut un énorme succès, car en sus de la dépendance des populations, nous avons gagné en plus le contrôle de l'information. Alors écoutez, si vous en voulez plus, continuez à lire, et ce qui suit est encore, je dirais, presque pire. Bon, j'arrête là. Je pense que vous avez quand même quelques lueurs sur ces révélations et vous allez voir le lien que j'établis après. En France, la plupart des élites dans tous les domaines sont inscrites dans deux clubs sulfureux, le Siècle et la French American Foundation, deux clubs parmi les plus discrets mais les plus influents de France. Le club Le Siècle existe depuis 1945. Il a été fondé par un franc-maçon, Georges Bérard Quélin, mais seulement de 20 à 30% des membres sont actuellement connus comme étant des francs-maçons. Il espérait rester anonyme. Son expérience a été révélée, son existence a été révélée pour la première fois en 1977 par un article du journal L'Humanité. Le Siècle, filiale du club de Bilderberg, est de son côté une filiale du Council on Foreign Relations, dont le programme 2008-2013 est connu sous le nom de Nouvel Ordre Mondial. Le Bilderberg ne veut pas d'une cogestion franco-allemande de l'Europe, mais d'une cogestion américano-européenne du monde occidental. Sur ce point, il rejoint l'objectif de la French American Foundation. C'est donc aussi le vœu des Américains qui se réjouissent évidemment du succès du Brexit, leur donnant le pouvoir d'amener progressivement l'Europe à une dépendance encore plus étroite au niveau de leurs projets politiques, industriels et financiers. La majorité des élites médiatisées du monde économique, judiciaire, de la finance, journalistique, sont membres de ces organisations secrètes. Et je dispose de l'annuaire de 2009 qui les répertorie. Tous ces joyeux drilles, majoritairement énarques et Sciences Po, soupaient ensemble, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais à cette époque-là, dans certains lieux à Paris, qui sont d'ailleurs cités dans le document que je possède, et préparaient les mauvais coups qui nous destinent, tout en faisant semblant de se battre au petit écran et dans la presse. L'énarchie française s'est ralliée depuis longtemps au dogme du mondialisme. Cependant, il est utile pour le système de maintenir une opposition artificielle entre les partis dits de droite et de gauche, alors qu'en fait, nous vivons dans le régime du parti unique. En jouant l'alternance droite-gauche, on fait croire au peuple qu'il y a une autre politique possible. Cette élite mondiale, véritablement diabolique, dans ce premier livre, j'ai retenu aussi un élément du discours du seigneur Massini qui résume toute la situation. En effet, il utilise une comparaison extraordinaire qui fait bien comprendre comment fonctionne son organisation. Son organisation qui est faite d'un certain nombre de degrés d'associations réellement humanitaires collatérales. Cela peut faire penser à une jolie maison
dont l'apparence est vraiment sympathique et digne d'être admiré. Mais tout cela, c'est de la façade. Personne ne connaît les habitants de la maison, leurs activités, leurs fonctions. Mais en fait, ce sont bien eux qui ont les clés de tout ce déploiement à l'échelon mondial. Et en réalité, eux-mêmes demeurent et demeureront complètement invisibles. Voilà. Vous avez tout compris. Le système mis en place pour assujettir tous les rouages de la planète est très simple. C'est la dette. Dette des États, dette des entreprises, dette des particuliers, toujours encouragés à s'endetter. Nous sommes endettés, nous sommes dépendants, nous sommes cadenassés. Donc, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner d'assister à ce qui arrive actuellement sur la planète quand les populations se retrouvent finalement, comme on dit, le dos au mur. Chili. Buenos Aires. Devant le Parlement européen. Liban. À Versailles, chaque jour, papa se retire pour faire des serrures dans son grenier. Allez, viens dans le parc, nous pourrons courir. Mais d'abord, je voudrais te dire un secret. J'ai surpris ce matin une conversation. Il paraît qu'à Paris, c'est la révolution. Il paraît qu'on se bat dans les rues. Merci pour votre attention. En attendant notre émission avec Sylvano et mon contact militaire, vous serez informés de sa prochaine diffusion.